Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Nous sommes le lundi 1er février 2021. Bienvenue dans À l'air libre. Au sommaire de cette émission, une émission intégralement consacrée aux violences sexuelles et sexistes et notamment à l'inceste après l'onde de choc provoquée par la parution du livre de Camille Kouchner. Discussion et débat avec nos deux invités, Caroline Dehaze du collectif Nous Toutes et Marilyn Baldec, déléguée générale de l'association contre les violences faites aux femmes au travail. Bienvenue dans À l'air libre. C'est une réalité qu'il est difficile d'appréhender, mais ce qui est sûr, c'est qu'il n'est plus possible de l'ignorer. L'inceste, pudiquement appelé violence intrafamiliale. D'après l'enquête de référence de l'INED, Virage, 5% des femmes adultes, soit 1 sur 20, a été victime d'inceste. Selon un sondage Ipsos pour l'association Face à l'inceste, c'est un Français sur 10 et majoritairement des femmes. Et d'après l'anthropologue Dorothée Ducy, autrice d'un ouvrage de référence sur le sujet, c'est en Occident 1 ou 2 enfants sur une classe de 30 élèves âgés de 10 ans en moyenne qui a été victime d'inceste. C'est donc une réalité difficile à quantifier, mais c'est une réalité. Pour en discuter, Caroline Dehaze, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chef d'entreprise et militante féministe au sein du collectif Nous Toutes, et je précise que vous donnez à Mediapart des violences, notamment des formations contre les violences sexistes et sexuelles via votre entreprise de formation. Marilyn Baldec, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes déléguée générale de l'AVFT, l'association contre les violences faites aux femmes au travail. Merci à toutes les deux d'être sur ce plateau. Vous êtes toutes les deux spécialistes des violences sexuelles et sexistes. Vous n'êtes pas d'accord sur tout. Et c'est pour ça qu'on avait envie d'engager le débat avec vous. Est-ce qu'avec les chiffres que je viens de citer, on est loin du compte ? Alors en matière de politique publique, en tout cas c'est clair. C'est-à-dire qu'il y a un décalage assez impressionnant qui s'est, à mon avis, bien accentué depuis MeToo. Et là, sur la question des violences sexuelles que subissent les enfants, et notamment l'inceste, un décalage entre la société qui est, je pense, globalement prête à aller assez loin en matière de politique publique et d'engagement des politiques publiques sur le sujet, et la réalité de ce que fait le gouvernement. Alors, c'est le livre de Camille Kouchner, La Familia Grande, qui a ravivé les questions autour de l'inceste. Depuis, il y a eu donc ce hashtag MeTooInceste. Pourquoi ce hashtag ? Alors ce hashtag, l'idée de départ, ça a été Madeleine Da Silva, qui est militante à Nous Toutes, qui a rassemblé à peu près 150 personnes victimes d'inceste. Et on a essayé de réfléchir à comment passer du livre de Camille Kouchner, donc du courageux livre de Camille Kouchner, qui était une histoire individuelle, à montrer en fait que l'inceste n'est pas qu'une somme d'histoires individuelles, mais est en fait un problème collectif, un problème social, un problème qui concerne énormément de personnes à la surface de la planète et en France en particulier. Donc l'objectif, c'était vraiment ce côté collectif. Et c'est pour ça que le samedi du lancement du hashtag, il y a 150 personnes victimes d'inceste qui ont tweeté en même temps, à l'appel de Nous Toutes, derrière ce hashtag-là. On a beaucoup entendu, comme pour MeToo d'ailleurs, que c'est la parole qui s'est libérée. Est-ce que c'est la parole ou est-ce que c'est l'écoute qui s'est libérée ? Bon, ça, je crois que c'est quelque chose qui doit commencer à rentrer en fait dans le discours, parce qu'on le répète, on ne cesse de le rabâcher. Et nous, à la VFT, ça fait, 36 ans qu'on le dit, je pense, que les victimes, elles parlent, elles ne cessent de parler, elles ouvrent plein de portes, enfin, elles essayent d'ouvrir plein de portes. Et en fait, le problème, c'est que derrière, il ne se passe pas grand-chose, quoi. Donc, du coup, là, elles prennent la parole par des canaux où on ne peut pas les contredire tout de suite, hein, donc par les réseaux sociaux. Et donc, ça force, en fait, ce cœur des femmes, cette addition d'histoires individuelles qui forment un tout collectif commence à être entendue de mieux en mieux. À tel point donc que le 23 janvier, le président de la République Emmanuel Macron s'exprime. Et c'est aujourd'hui à nous d'agir. Ne jamais nous habituer, ne jamais accepter. Tout faire pour arrêter maintenant les violences sur nos enfants. Il nous faut entendre. Recueillir les témoignages des victimes, même des années, des décennies après. Il nous faut les accompagner. Il nous faut punir les criminels pour leurs actes passés et pour empêcher toute récidive. La honte aujourd'hui change de camp. Et à vous qui vous êtes libérés d'un fardeau que vous avez trop longtemps porté, à vous qui allez le faire et parfois hésiter, je veux juste vous dire, on est là, on vous écoute, on vous croit. Et vous ne serez plus jamais seul. Qu'est-ce que ça vous inspire ?
Moi, ce que ça m'inspire en premier, c'est qui est on, en fait, dans le discours d'Emmanuel Macron. Qui est on vous croit, on vous soutient. Je ne sais pas qui est on, en fait. En tout cas, si le président de la République est censé représenter les institutions de l'État, celles-ci, elles sont particulièrement défaillantes. Et de ce point de vue-là, en fait, ce on est mensonger, en fait, aujourd'hui. Pourquoi elles sont défaillantes parce que... Qu'est-ce qui est défaillant, plutôt? Qu'est-ce qui est défaillant? Enfin, à peu près tout, en fait. En tout cas, moi, si je parle de ce que je connais le mieux, à savoir la prise en charge judiciaire des violences, quand ça marche, en fait, c'est très exceptionnel. Et donc, la plupart du temps, ce sont des plaintes qui sont mal reçues, des dossiers qui patinent, qui durent des années, qui s'enlisent, qui se terminent en queue de poisson, avec des ordonnances de non-lieu, des classements sans suite. Voilà, une prise en compte judiciaire qui est très, très loin... de ce qu'on vient d'entendre. En question, justement, depuis l'onde de choc du livre de Camille Kouchner, le délai de prescription. C'est un sujet qui est en débat. Le crime, l'inceste n'est pas imprescriptible, mais de nombreuses associations demandent son imprescriptibilité. Est-ce que vous êtes pour ? Alors, je peux répondre à cette question en plusieurs temps. Ouais. D'abord, sur la question de la prescription. Donc, il faut expliquer ce que c'est peut-être déjà la prescription. Ouais. Donc, la prescription, c'est un délai. Le délai de prescription, c'est le délai au-delà duquel des poursuites ne peuvent plus être exercées, des poursuites pénales, civiles, peu importe, ne peuvent plus être exercées. Donc il est toujours possible, par exemple, de porter plainte et l'enquête va aboutir à un classement sans suite pour cause de prescription, une ordonnance de non-lieu pour cause de prescription. Donc d'où ça vient la prescription? Comment c'est justifié dans notre droit? Sachant qu'il y a d'autres organisations judiciaires dans d'autres pays où ça n'existe pas, en fait, notamment pour les violences sexuelles, pour les crimes en tout cas. Donc la prescription, elle est justifiée par plusieurs choses. D'abord, par le dépérissement des preuves. Donc ce qu'on nous dit, c'est qu'au bout d'un certain temps, ça serait plus possible de prouver les violences. Serait plus possible de prouver les violences. C'est un argument qu'on peut réfuter parce que certaines fois, enfin dans certains dossiers, des viols qui ont fait l'objet de plaintes extrêmement précoces, on n'arrive pas à les prouver. Et 40 ans plus tard, ces dossiers-là étant surtout reposant surtout en fait sur un faisceau d'indices, sur des témoignages indirects, sur de la parole en réalité, cette parole elle peut toujours exister 40 ans plus tard. Par exemple, dans le livre les faits qui sont dénoncés par Camille Kouchner, en fait, rien ne permet de dire aujourd'hui qu'on ne pourrait pas les prouver. Ne serait-ce que parce que l'auteur peut tout à fait les reconnaître. Donc, la preuve, c'est pas un argument. Il y a la question de l'ordre public. Ce qu'on dit, c'est qu'au bout d'un certain temps, la plainte de la victime tardive serait susceptible de troubler l'ordre public. Là, on voit aujourd'hui que ce qui trouble l'ordre public, c'est le fait qu'elle ne puisse pas, en fait, engager des poursuites. Voilà. Donc, il y a plein d'arguments qu'on peut réfuter sur le plan logique. Ensuite, il y a un débat qui est un débat de valeur. Qui est la réponse à la question suivante, c'est est-ce que c'est juste ou est-ce que ça n'est pas juste? Sachant qu'aujourd'hui, depuis la loi Schiappa 2018, je précise que la prescription, c'est 30 ans à compter de la majorité, c'est-à-dire qu'une personne peut porter plainte jusqu'à ses 48 ans si elle a été victime quand elle était mineure. Donc c'est déjà beaucoup de temps. Oui, tout à fait. C'est un délai extrêmement long. Sur la question des valeurs, est-ce que c'est juste ou est-ce que ça n'est pas juste? Moi, je pense que la prescription, ça n'est pas juste. Pour autant, je pense que, en tout cas pour la VFT, ça n'est pas une revendication prioritaire. Parce que ça nous ferait une belle jambe, en fait. Qu'aujourd'hui, les crimes ces crimes-là soient imprescriptibles, parce que, en fait, ces plaintes, elles ne seraient pas mieux traitées qu'elles ne le sont déjà aujourd'hui. Le problème, c'est le traitement. D'une part. D'autre part, je pense qu'on peut être tout à fait dans une optique anti-répression pénale, et pour autant plaider pour une forme d'imprescriptibilité non pénale. Donc c'est vraiment une revendication qu'on n'entend jamais, et donc je suis contente de pouvoir l'exposer. En fait, on peut tout à fait considérer que la peine pénale, la prison, au bout d'un moment, ça n'a plus de sens. Mais pour autant, trouver juste logique que les infracteurs
les auteurs de ces violences aient, de manière imprescriptible, à réparer les préjudices de leurs actes. Et donc, on peut aussi plaider pour une imprescriptibilité civile. D'ailleurs, la CIVI, donc la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions, fonctionne avec une forme de dérogation en fait, à la prescription civile. On peut demander ce qu'on appelle un relevé de forclusion, qui permet, même après l'expiration des délais de prescription, si la victime n'a pas pu, pour des raisons légitimes, faire valoir ses droits en fait, devant la CIVI, on peut demander en fait qu'il y ait une exception qui soit faite. Donc irréparation d'une certaine façon. Voilà. Donc à tout le moins, je pense qu'on peut s'entendre. On devrait pouvoir s'entendre sur le fait que les préjudices qui sont causés par des actes individuels puissent être réparés par ces personnes. Caroline Dehaas. Alors d'abord, précision, comme l'a dit Marine Baldec, on peut porter plainte toute sa vie. Oui. C'est-à-dire que si vous avez été victime de violence, vous pouvez porter plainte toute votre vie, d'accord ? Le délai de prescription, c'est simplement, enfin c'est pas simplement, mais c'est un moment où l'action publique va considérer qu'il y a prescription. Mais rien n'empêche de porter plainte. Pourquoi c'est utile ? Parce que parfois, en fait, il y a d'autres victimes qui ne sont pas couvertes par un délai de prescription. Donc c'est toujours important de le rappeler, on peut porter plainte toute sa vie. Sur la question de la prescription, moi il y a à la fois un sujet de fond, de débat de valeur, en effet, est-ce que c'est juste ou pas juste ? Et puis je pense qu'il y a aussi une question stratégique. Et moi je trouve que c'est ça qui est particulièrement intéressant en ce moment dans le débat entre les assos féministes, parce qu'il y a des associations féministes et notamment des associations de protection de l'enfance qui militent de manière extrêmement active pour l'imprescriptibilité. Moi je dis attention danger. Pourquoi ? Pour deux raisons. La première, c'est que je pense que dès qu'on met en avant des revendications d'ordre pénal qui concernent la justice, en fait, on va mettre de côté toutes les revendications qui sont des revendications de prévention. Parce que la société dans laquelle on est, qui est une société quand même, je pense, qui, depuis quelques années, va avoir tendance peut-être à se crisper ou à être de plus en plus concentrée sur les questions de répression, elle va s'agripper à ces revendications et en faire une priorité. Et d'ailleurs, c'est pas étonnant que juste après MeToo Inceste, une des personnalités politiques qui a tweeté tout de suite sur la répression, c'est Marlène Schiappa, qui a tout de suite dit il faut punir plus sévèrement. Donc d'ailleurs, il n'y a pas que la question de la prescription, il y a aussi l'aggravation des peines. Et moi, je dis attention parce qu'on ne réglera pas, et Marine Baldec l'a dit d'ailleurs, on est d'accord là-dessus, on ne réglera pas le problème des violences sexistes et sexuelles ou le problème de l'inceste uniquement par des mesures répressives. Moi, je pense même que ce n'est pas du tout la priorité. La priorité, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas de violence. Et aujourd'hui, dans le discours des politiques publiques, et notamment le discours du gouvernement, on n'entend pas du tout ce volet prévention. Et puis pour moi, il y a un deuxième risque, c'est qu'on va arriver dans une période d'élection présidentielle, dans laquelle il va y avoir un débat politique dans la société sur qu'est-ce qu'on veut comme société pour demain. Je pense que si on fait monter dans le débat public la question de la répression sur les violences sexuelles, en fait, on ouvre un boulevard à la droite et l'extrême droite. Et moi, ça m'inquiète, en fait, que ce sujet-là soit repris par la droite et par l'extrême droite. Alors parfois, j'ai des copines féministes qui me disent « mais on s'en fiche, la question des violences sexuelles, il n'y a pas de débat politique, tout le monde est d'accord, etc. » Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je pense qu'il y a un débat politique sur les politiques publiques à mettre en place pour lutter contre les violences sexuelles. Et je suis en radical désaccord avec Marine Le Pen sur la façon dont elle envisage de lutter contre les violences sexuelles, qui est une vision très répressive des politiques publiques. Est-ce que l'inceste est un crime différent des autres violences sexuelles ? Je pense que oui, moi. Notamment parce que c'était d'ailleurs un des responsables de Face à l'inceste qui disait ça l'autre jour dans une conférence. C'est pas seulement un crime qui va avoir des conséquences sur la personne et sur la société, c'est aussi un crime qui va avoir des conséquences sur la cellule familiale. Et ça, c'est particulier à l'inceste ou aux violences sexistes intrafamiliales, aux violences sexuelles intrafamiliales. Et donc, c'est un crime particulier à mon avis de ce point de vue-là. Et par ailleurs, je pense qu'il y a aussi un sujet particulier de tabou. Pas du tabou du côté des victimes. Je pense qu'il y a plein de signaux d'alerte qui permettraient de détecter, parce que les enfants victimes d'inceste, ils envoient des signaux d'alerte. Mais tabou du côté de la société. Pourquoi ? Et ça, c'est Emmanuelle Piette, du collectif féministe contre le viol, qui me l'avait dit au tout début, quand j'ai commencé à militer. On a lancé une campagne en 2010 qui s'appelait Contre le viol. Et donc, à l'époque, c'était 75 000 viols par an. Ça fait beaucoup pour des cas isolés. Donc, c'était une des premières campagnes que moi, je lançais en tant que militante féministe. Et puis, la campagne a fait énormément de bruit, etc. Et puis, donc, la campagne s'est terminée. Je suis allée voir Emmanuelle Piette et je lui dis, bon, bah, maintenant, faut faire pareil sur les enfants, quoi. Allez, bon. Et là, elle me dit, ouais, vas-y, essaye. Ça va pas marcher pareil. Je dis, bah, pourquoi ? Sur les enfants, c'est encore plus consensuel, entre guillemets. Tout le monde est d'accord. Elle me dit, vas-y, essaye, tu vas voir. Et en fait, elle a raison. C'est-à-dire qu'en fait, quand on touche à la question des violences que subissent les enfants dans leur famille, en fait, on touche à l'organisation sociale qu'est la famille. En fait, on dit, la famille dysfonctionne.
on a un problème d'organisation sociale dans notre pays. Et ça, c'est tabou ultime. C'est difficile à dire dans la société. Moi, je pense qu'avec l'inceste, on touche bien plus qu'à la famille, en fait. Je pense qu'on touche à toute une organisation sociale, en fait, qui prend modèle sur l'inceste. Moi, le jour où j'ai eu le livre de Dorothée Ducy dans les mains, Le berceau des dominations, j'avais même pas ouvert le livre, que j'avais compris de quoi elle parlait grâce au titre. C'est-à-dire que l'inceste, c'est vraiment ça. C'est le berceau de toutes les autres dominations, c'est le modèle, c'est la matrice de tous les rapports de domination, de tous les rapports de force qui nous traversent. C'est comme ça qu'on dresse en fait une société, en fait à l'obéissance, qu'on dresse des enfants, enfin des hommes, des femmes, majoritairement des petites filles, à être plus dociles, à avoir du mal à se rebeller et donc à être exposés aussi tout au long de leur vie à d'autres violences. Donc c'est bien sûr, voilà, ça concerne, ça impacte la famille, mais l'inceste, ça nous impacte. Ça impacte tout le monde et même les personnes qui n'ont pas été victimes d'inceste. Alors, sur les violences faites aux mineurs, il y a eu ces dernières semaines un débat au Sénat où donc on a débattu de l'âge du consentement. Les sénateurs ont décidé que désormais, tout acte sexuel avec pénétration entre un majeur et un mineur de moins de 13 ans sera considéré de facto par la loi comme un viol. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de consentement possible avant 13 ans, jusqu'à 13 ans. Pour la sénatrice à l'origine de la proposition de loi, Annick Billon, qui est dans la majorité, c'est une avancée. Ça crée une nouvelle infraction, c'est le cas. Est-ce que vous êtes d'accord avec elle, c'est une avancée ? Alors c'est difficile de répondre oui ou non à cette question-là. En fait, il faut reprendre en fait, tout le dispositif pénal qui concerne les mineurs. Aujourd'hui, en fait, on a une majorité sexuelle à 15 ans. Il y a une majorité sexuelle à 15 ans. Il y a un délit d'atteinte sexuelle sur mineur qui est hyper violent. La manière dont c'est rédigé, c'est hyper violent pour les victimes parce que l'atteinte sexuelle sur mineur, c'est un acte de pénétration, ou pas d'ailleurs, c'est une atteinte sexuelle commise sans violence, sans menace, sans contrainte, sans surprise. Donc c'est comme ça que c'est rédigé. Donc il n'y a pas qu'une question de peine, il y a une question aussi de conceptualisation de la loi. Et aujourd'hui, en fait, pour des victimes, leur dire, en fait, on n'a pas pu poursuivre l'agresseur pour viol parce que, en fait, on ne peut pas démontrer qu'il a usé à ton encontre de violences, menaces, contraintes ou surprises. En fait, c'est scandaleux. Et donc cette revendication, elle parle de là aussi, c'est que en fait, c'est résumé on peut le résumer comme des violences avec consentement, en fait. Donc c'est pour ça que c'est pas tolérable et qu'il y a un enjeu derrière la réforme du droit qui va bien au-delà de la question de l'aggravation des peines. Mais est-ce que si ça avait été fixé à 15 ans, ça aurait été plus logique, conforme et une meilleure avancée ? Est-ce que c'est aussi une question d'âge ? En fait, il faudrait surtout faire disparaître en fait, cette notion d'atteinte sexuelle du droit. Parce que, en gros, soit il y a contrainte, menace, violence ou surprise. Et en fait, on peut imaginer, conceptualiser que toute violence sexuelle, en fait, tout acte sexuel sur un mineur, ce qu'on appelle les mineurs de 15 ans, c'est-à-dire les personnes de moins de 15 ans, sont en fait commis par contrainte, surprise, menace ou violence. Et donc ça s'appelle soit une agression sexuelle, soit un viol. Mais donc ce que dit Marilyn, elle a tout à fait raison. C'est-à-dire que le droit aujourd'hui accepte théoriquement qu'on peut avoir un acte sexuel sur un enfant qui ne soit pas par contrainte, menace, surprise ou violence. Et en fait, c'est ça qu'il faudrait supprimer. C'est pas tant rajouter un millefeuille au droit qui est déjà un sacré millefeuille en matière de violence sexuelle, c'est plutôt en fait dire qu'on supprime ça et qu'on simplifie le droit de ce point de vue-là. Alors, sur cet âge du consentement, il y a eu une campagne sur les réseaux sociaux. Des personnalités publiques nombreuses ont publié des photos d'elles à 13 ans, l'ex-Miss France Maréva Galanter. Il y a aussi eu la chroniqueuse mode Mademoiselle Agnès, l'actrice Alexandra Lamy, la productrice Julie Gaillet, mais aussi des personnalités en pointe sur ces sujets, Flavie Flament, la chorégraphe Andrea Bescon, avec à chaque fois cette légende. J'ai 13 ans, j'ai une tête à consentir à une relation sexuelle, hashtag non à l'amendement Annick Billon, hashtag avant 15 ans, pas de consentement. Là, on est plus sur la forme que sur le débat sur l'âge. On a donc une campagne qui repose sur l'apparence d'adolescente ou d'enfant en fin d'enfance, ou d'adolescente ou de préadolescente. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette campagne qui part d'une bonne intention, dont l'enfer est pavé ?
Ouais, alors d'abord, l'intérêt de cette campagne, c'est qu'elle fait parler, qu'elle fait réagir et que... Ouais, moi j'ai tendance à dire, ça mobilise et ça met le sujet encore plus qu'auparavant sur le devant de la scène. Là où je suis pas à l'aise, c'est que je pense que la question, c'est pas est-ce que la personne a une tête à consentir ou pas, parce que en fait, ça renvoie de fait à la perception qu'on a de l'enfant, et que parce que si elle a une tête à consentir, ça passe. Non, en fait, qu'est-ce que c'est une tête à consentir? C'est-à-dire que toute cette idée que si on n'a pas une tête à consentir, c'est qu'on peut pas consentir. Donc si je fais l'inverse, si on a une tête à consentir, c'est que potentiellement on pourrait. Pour moi, ça participe de fait à alimenter ce qu'on appelle la culture du viol, c'est-à-dire cette idée qu'il y a des femmes qui montreraient qu'elles pourraient avoir envie de consentir. Et en plus, il y a un sujet, je pense, qui est un peu mis de côté par cette campagne, c'est qu'en fait, on n'a pas le même regard sur les femmes, et notamment en fonction de plein d'éléments, et notamment en fonction de leur couleur de peau. Et notamment, il y a beaucoup de copines féministes racisées qui ont émis à ce moment-là des critiques sur cette campagne en disant aussi attention, c'est-à-dire qu'on sait qu'aujourd'hui le regard de la société n'est pas le même sur les petites filles racisées ou sur les petites filles blanches, et qu'avec ce hashtag-là, on risque aussi d'alimenter l'idée qu'il y a celles qui ont la tête à consentir et celles qui n'ont pas la tête à consentir. Oui, celles qui vont bien chercher, pas les autres. Voilà, enfin, moi je trouve que c'est un message qui était maladroit. Après, c'est un message qui, en tout cas de ce que j'en comprends, qui n'a pas été conceptualisé au sein d'une association qui vient des victimes elles-mêmes. Et de ce point de vue-là, moi j'aurais du mal à les blâmer, quoi. Après, voilà, je trouve que je suis d'accord avec Caroline sur le fait que voilà, ça pose un certain nombre de problèmes. Est-ce que la réponse politique sur l'inceste est à la hauteur de l'enjeu? Adrien Taquet, le secrétaire d'État, annonce une commission indépendante dont la première présidente, Elisabeth Guillou, n'est déjà plus en place. Grosso modo, un numéro d'écoute et une plateforme dédiée vont être lancés, 4 millions d'euros de budget. Alors déjà, vous avez passé un extrait tout à l'heure de la vidéo d'Emmanuel Macron. Juste quelques jours avant, Jean Castex, donc Premier ministre, prenait également la parole sur un plateau télé sur... ces situations, comme il dit. Parce qu'il y a quand même un élément très intéressant de la prise de parole du président de la République et du Premier ministre, c'est que pas une fois, sur une vidéo dédiée à l'inceste et au viol, il ne prononce le mot inceste ou le mot viol. Et pour moi, c'est assez révélateur du malaise ou du fait que ce gouvernement est quand même globalement à côté de la plaque sur ces sujets-là. Donc je ne sais pas si c'est du malaise, si c'est du déni, si c'est le souhait qu'ils n'en ont absolument rien à cirer. J'ai fini par penser que c'était ça, que ça ne les intéresse pas en fait ce sujet-là. Mais le fait qu'ils ne nomment pas les choses, déjà pour moi c'est un gros signal d'alerte sur le fait qu'ils ne vont pas mettre en place de politique publique efficace. Et puis dans les annonces d'Adrien Taquet, il manque quand même des éléments fondamentaux de prévention en fait de ces violences-là. C'est-à-dire que dans toutes les mesures qui sont prises, en général, on va être sur des mesures qui vont être des mesures après la violence. Donc évidemment qu'il faut traiter après. Il faut accompagner les victimes. Il faut, moi je pense, accompagner les personnes qui commettent des violences pour qu'elles ne récidivent pas, qu'elles cessent d'être violentes. Mais si on pense qu'on va uniquement traiter les violences après, c'est un peu comme si, en matière de sécurité routière, on ne traitait que les accidents de la route une fois qu'ils avaient lieu et qu'on ne s'organisait pas pour faire baisser le nombre d'accidents de la route. Et moi, je trouve que c'est ça qui manque aujourd'hui dans les politiques qui sont proposées par le gouvernement. C'est comment on empêche, en fait, les personnes d'être violentes. Alors, vous parlez du fait de nommer les choses. Effectivement, nommer les choses, parfois, c'est compliqué. On va parler maintenant des violences sexuelles au sens plus large, ou en tout cas quand elles touchent aussi les femmes adultes. Et je voudrais revenir sur un tweet qui a posé problème. Donc, le 22 janvier, Mélusine, 42 000 followers, militante féministe et antiraciste, tweet: il y a savoir et il y a entendre, lire et compter, violences sexuelles massives contre les femmes, les enfants, les hommes gays. Et elle termine par cette phrase qui ne passe pas: comment fait-on pour que les hommes cessent de violer? Comment fait-on pour que les hommes cessent de violer? Une question qui lui vaut la suspension temporaire de son compte Twitter par Twitter France et la suppression définitive de ce tweet. Twitter a plaidé l'erreur d'algorithme. N'empêche que c'est une drôle d'erreur. En tout cas, quoi qu'en pense Twitter, c'est pertinent de la poser comme ça, vu que l'immense majorité des violences sexuelles et sexistes sont perpétrées par des hommes. Comment est-ce que vous répondez à cette question? Comment on fait pour que les hommes arrêtent de violer? C'est un mélange de plein de choses différentes qui passe, qui va de l'éducation à la sanction. Et la sanction, elle peut être de plein de natures différentes par ailleurs. Et ça passe par un plan Marshall avec énormément d'argent en fait pour que cette prévention puisse s'organiser, pour que les associations puissent travailler, pour que les victimes puissent être écoutées, pour qu'en fait en fait c'est un projet révolutionnaire en fait.
qui est posée par cette question-là. Donc ça passe par des actions qui sont par des actions radicales. Donc là, on pourrait toutes les lister, mais c'est pas un quinquennat qui a donné assez de moyens à la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Alors non, enfin. Vous parlez de moyens. Là, non, mais clairement non. D'ailleurs, on a commencé le quinquennat en protestant contre la baisse du budget des droits des femmes. Et le compte n'y est toujours pas, même s'il a un petit peu augmenté. Mais en fait, il doit augmenter de manière spectaculaire. Là, on est vraiment très très loin du compte. Là, on vide l'océan à la petite cuillère encore, quoi. Je profite d'avoir deux spécialistes sur ce plateau pour vous soumettre un cas pratique. Le cas Darmanin. Gérald Darmanin est ministre de l'Intérieur. Il est visé par une enquête pour viol et il est bien évidemment présumé innocent. Il est actuellement placé sous le statut de témoin assisté. Et dernièrement, Mediapart a révélé que des SMS échangés avec une des plaignantes, la plaignante Sophie Patterson-Spatz, contredisent sa version des faits donnés au juge. Ce matin, Gérald Darmanin était invité sur France Inter où la question n'est pas tout à fait venue des journalistes mais plutôt des auditeurs. Concernant la plainte qui vous vise, Gérald Darmanin, classé sans suite, plainte pour viol, classé sans suite en 2018, relancé en juin dernier, Mediapart a publié la semaine dernière de nouveaux éléments de l'enquête. Les auditeurs vous demandent pourquoi votre version vient se contredire elle-même. Vous n'avez pas souhaité réagir à ces nouveaux éléments publiés par Mediapart, ni vous ni vos avocats. Pourquoi? Que pouvez-vous dire ce matin? Oh là là, l'embarras. Réponse de Darmanin. Vous savez, quand on fait de la politique, malheureusement, il faut s'attendre à ce genre d'attaque extrêmement basse. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre? Que la justice, par 4 fois, donne raison. Mais l'enquête est relancée. Non, l'enquête n'est pas relancée, madame. Ça fait 4 actes de suite. Il y a eu des appels, c'est bien normal, c'est la justice française. Je n'ai pas été mis en examen. Chacun voit que je suis qualifié de témoin assisté, c'est-à-dire la possibilité la plus basse, évidemment, que peut faire le juge d'instruction. J'ai moi-même demandé la confrontation qu'on me refuse. C'est quand même très étonnant. Et on préfère faire des fausses fuites, parce qu'évidemment, tout ça est largement arrangé. Et il ajoute... à part du dégoût, je ne vois pas très bien ce que cela m'inspire. Et il ajoute... Je veux dire ici à quel point les actes contre les femmes, les violences conjugales, les violences sexuelles sont un mal qui ronge évidemment notre société. Je veux dire que la calomnie ronge aussi beaucoup les honneurs des femmes et des hommes. Alors, une fausse fuite largement arrangée. Que disent ces SMS? Je vous en lis 2 et vous me dites ce que vous en pensez. 27 octobre 2009, 21h49. Libre pour prendre un verre, signé Gérald. Ne me contactez plus, répond la plaignante. Si tu veux, même si j'aurais aimé prendre un dernier verre. J'aimerais que tu me rappelles, s'il te plaît, signé Gérald. Quelques jours plus tard, le 4 novembre à minuit. Bonne nuit à toi. C'est encore signé Gérald. Oublie mon numéro, rétorque-t-elle. Ok, mais prenons un dernier verre. Ça vous inspire quoi, ça, cet échange? Moi, dans un de mes dossiers ouverts à l'association, j'ai un bon début de faisceau d'indices pour le mettre en cause pour harcèlement sexuel. Voilà, donc j'ai des éléments qui laissent présumer l'existence d'un harcèlement sexuel. Et à supposer qu'il y ait eu une relation sexuelle derrière, on peut... j'ai des éléments qui laissent présumer qu'elle pourrait ne pas être consentie. Caroline Dehaas? Oui, pareil. En général, en entreprise, on les qualifie de relous. Vous savez, les personnes qui envoient des SMS répétés à connotation sexuelle ou pour engager une relation intime extra-professionnelle, on les qualifie de relous. Et moi, je dis souvent en formation qu'en fait, les relous n'existent pas. C'est-à-dire que soit c'est une personne qui drague quelqu'un, et en général, si on dit non, on arrête en fait. Alors, ça s'appelle un gros râteau. C'est pas du tout agréable de se prendre un gros râteau, mais ça arrive, c'est la vie, on passe à autre chose. Soit, en fait, on revient à la charge, et ça veut dire qu'on n'est pas du tout dans une relation de drague, on est dans une relation de pouvoir. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer là dans les SMS que vous lisez. On est dans une relation de pouvoir, une relation de domination et de pression, une violence en fait. Et par ailleurs, dans une entreprise, pour tirer le fil, des faits comme ça pourraient exposer celui qui se comporte de cette manière-là à des sanctions disciplinaires, à un licenciement. Alors là, il n'y a pas encore eu, ou il n'y a pas en tout cas de sanctions disciplinaires. Justement, abordons l'aspect politique, bien au contraire. Lors de sa nomination l'été dernier, 167 parlementaires, dont 150 députés de la majorité, avaient apporté leur soutien à Gérald Darmanin. Dans une tribune au Monde, il défendait l'état de droit et la présomption d'innocence. 6 mois plus tard, Gérald Darmanin est donc
toujours bien sûr présumé innocent, placé sous le statut de témoin assisté. On a donc eu envie de savoir si ces 150 députés soutenaient toujours Gérald Darmanin. On aura donc écrit à ces 150 députés. Très peu nous ont répondu. Notre question était pourtant simple. Soutenez-vous toujours Gérald Darmanin? C'est oui ou c'est non? Alors sur les 3 réponses, je relève celle de Sandra Motin, députée de l'Isère. Elle estime que nos questions démontrent un parti pris et ne souhaite pas participer à la mascarade qu'anime notre média. Gilles Legendre, député de Paris, et Anne-Laure Pétel, nous font savoir qu'ils réitèrent tout simplement leur soutien à Gérald Darmanin. La seule qui s'est rendue disponible pour répondre face caméra, c'est Aurore Berger, la chef de file des députés En Marche. Est-ce que ça ne brouille pas le message d'un quinquennat qui a fait grande cause la lutte contre les violences sexuelles et sexistes et les violences faites aux femmes quand on nomme un ministre alors que pèsent au-dessus de lui des soupçons? Oui, mais vous nommez quelqu'un... Une enquête et tout. Mais l'enquête est ouverte, et ce qui montre bien qu'il y a une indépendance, et c'est l'enquête qui dira. Mais de fait, il est quand même présumé innocent. Le sujet, c'est le consentement. Quand on voit dans les échanges de SMS que malgré le nom de la femme, de la jeune femme en question, Gérald Darmanin insiste. Moi, la question que je vous pose, elle est politique. C'est-à-dire que, est-ce que vous, en tant que femme politique, il est indispensable que vous souteniez publiquement Gérald Darmanin? Je dis vous, mais vous étiez plus de 160. Est-ce qu'aujourd'hui, vous dites, moi je réitère mon soutien à Gérald Darmanin? Mais moi je réitère un soutien qui est celui à une justice qui est indépendante et qui dira si oui ou non ce qu'il s'est passé. Moi j'ai lu en effet ce qui a été publié, j'ai lu des extraits, je n'en sais rien, je n'ai pas le contexte, je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne sais pas s'il y a eu des messages après, des messages avant, je n'en sais rien. Et pourtant vous le soutenez dans une tribune, donc vous n'avez pas toutes les clés, mais pour le soutenir c'est suffisant. Mais moi je soutiens juste l'idée assez simple dans une démocratie, qui est de dire qu'à partir du moment où la personne elle est présumée innocente, elle n'est pas présumée coupable. Et l'équilibre qu'on doit trouver, et qui est en effet extrêmement difficile à trouver, c'est de dire que systématiquement, en effet, on accueille la parole des présumées victimes, que d'abord, on assume de dire « on vous croit ». C'est ça la difficulté, c'est qu'il y a eu un tel niveau de moments, de décennies où on ne disait pas, on ne parlait pas, on n'osait pas, qu'il a fallu poser comme préalable que oui, on vous croit. Donc Gérald Darmanin a toute sa place dans le gouvernement aujourd'hui. Mais oui, mais parce que c'est cet équilibre qui est extrêmement difficile. Ou alors ça veut dire que vous changez complètement la mécanique et que vous passez en permanence à une mécanique de soupçon et de présumé coupable. Non, c'est pas une question de mécanique de soupçon et de présumé coupable, c'est une question de politique. Vous êtes une femme politique, vous connaissez la force des symboles, la force des choix qui sont faits. Choisir de nommer quelqu'un sur lequel il y a une enquête, c'est un choix politique qui peut, à juste titre ou non, plus heurter les femmes à qui on dit on vous croit, mais dans le même temps, on valorise quelqu'un qui est sous le feu d'une enquête. Il a été nommé avant que l'enquête existe. Oui, et il aurait pu tout à fait ne pas rester au gouvernement. Il a été nommé avant que l'enquête existe et il ne s'est jamais dérobé face à cette enquête. Et encore une fois, l'enquête ne l'a pas reconnu coupable. Ou alors, enfin... Moi, je pense que ce ne serait pas une bonne solution que de se dire qu'à partir du moment où quelqu'un est mis en cause, ça veut dire que nécessairement il est coupable et que nécessairement il doit se retirer. Je ne dis pas que l'équilibre est simple à tenir, mais je dis que si nous, on n'est pas capable de le tenir dans un état de droit, alors je ne vois pas comment on accompagnera bien les victimes qui méritent que leur voix soit entendue et prise en compte. Une réaction rapide, je vous voyais secouer la tête. C'est toujours la même chose, c'est-à-dire que les politiques s'accrochent au pénal. Il y a une espèce de dieu pénal comme ça qui serait l'alpha et l'oméga de tout et de la décision politique, alors qu'il y a une chose très simple en fait, c'est est-ce que ce comportement il est compatible avec le fait d'être ministre dans un gouvernement? C'est tout quoi. On ne demande pas, voilà, enfin, je veux dire, peu importe qu'il soit coupable ou pas au nom de la loi pénale. Enfin, je veux dire, c'est des comportements qui doivent pouvoir s'analyser en dehors de la sphère pénale. Et puis surtout, c'est quand même très intéressant de voir que Emmanuel Macron considère qu'être mis en cause pour emploi fictif ou pour avoir fait des notes de frais avec des homards dedans, c'est suffisant pour sortir de son gouvernement, mais être mis en cause pour viol, c'est pas suffisant. Donc homard, viol, c'est-à-dire, oui. Puisque vous me parlez de François de Rugy, ça tombe bien. Je voudrais vous faire écouter une boutade lancée par François de Rugy lors d'une réunion de commission. Il s'adresse justement à Gérald Darmanin. Quel est l'avis du gouvernement? Même avis. Il faut bien, c'est comme le consentement, il faut bien exprimer l'avis, monsieur le ministre. Vous qui avez été maire, vous savez qu'il faut qu'on entende clairement oui. Et bien là, il faut qu'on entende clairement si l'avis est favorable ou défavorable. Merci, monsieur le rapporteur.
Alors, c'est une blague donc en commission, hein, on est en séance de travail, il préside cette commission. En quoi ça, c'est problématique? En fait, c'est-à-dire qu'il agresse personne, il harcèle personne, là, François de Rugy, mais il fait une blague sur le consentement au sein de l'Assemblée nationale. Ouais, en fait, j'arrive pas à comprendre s'il se rend bien compte de ce qu'il dit avant de le dire. C'est-à-dire, je pense que c'est au moment où il prononce le mot consentement où il se rend compte qu'il est en train de faire une blague à un monsieur mis en cause pour viol et qu'en fait, tout d'un coup, ça devient plus drôle du tout. Et d'ailleurs, on le voit parce qu'il devient tout rouge en fait sous son masque. Donc, il est hyper mal à l'aise. Et c'est assez révélateur en fait de voilà. Enfin, oui, c'est vraiment genre Malaise TV quoi. Enfin, c'est très très gênant. Est-ce que c'est révélateur de quoi en fait? Pour moi, c'est là que je se trouve, du fait que c'est un problème d'avoir un ministre mis en cause pour viol, parce que en fait, ça pose des problèmes dans plein d'échanges avec cette personne. C'est-à-dire que, imaginez, donc là, il y a François de Rugy en commission, mais imaginez, vous êtes policier, policière, vous avez envie dans votre commissariat de faire un truc un peu volontariste, ou vous êtes préfet ou préfète, et vous voulez dans votre département faire un truc un peu volontariste contre le harcèlement sexuel au travail et contre ce qu'on appelle le chantage sexuel, en fait, qui est du harcèlement sexuel. Comment vous faites quand votre ministre est mis en cause exactement pour ces faits-là? Ça pose un problème. Donc c'est pas uniquement un problème politique, comme on l'a dit juste avant, c'est aussi un problème de derrière mise en œuvre des politiques publiques. Moi, dans mes formations aux fonctionnaires, je parle de la circulaire, d'accord, du 9 mars 2018, qui est une circulaire qui met en œuvre les politiques internes de lutte contre le harcèlement sexuel au travail. Elle est signée Gérald Darmanin. À chaque fois que j'en parle en formation à des fonctionnaires, ça pouffe dans la salle. Mais comment on fait pour l'appliquer derrière? Les gens, ils sont morts de rire. C'est horrible. C'est-à-dire que ça donne, ça enlève toute légitimité et toute capacité, je pense, derrière, de mettre en place des politiques publiques efficaces. On entend parler de l'affaire Darmanin dans toutes les formations qu'on fait. Comme un contre-exemple, parce que du coup, on fait des études de cas avec nos stagiaires. Et donc les stagiaires nous disent mais ça ressemble en fait à l'affaire Darmanin. Donc vous nous demandez en fait de licencier. Quand on fait des formations RH par exemple, vous nous demandez de licencier parce que c'est la jurisprudence en droit du travail en fait de licencier pour ce type d'agissement des salariés alors que en fait on les licencie pas au gouvernement en fait. Et en fait c'est terrible de faire des formations dans ce contexte-là. Alors, de la même manière a lieu en ce moment le procès de Georges Tron, qui est maire de Draveil, et on finira l'émission là-dessus. C'est un procès pour viol. Maryline Baldec, la VFT, est partie civile à ce procès. La révélation des faits au grand public date bien avant MeToo, mais le procès se tient maintenant, donc bien après. Ça m'a l'air d'être un cas typique de comment on en parlait avant et comment on en parle maintenant. Est-ce qu'on en parle mieux maintenant de cette affaire ou est-ce qu'on en est toujours à faire des blagues sur les massages de pieds ? Est-ce que ça a un peu évolué ? J'ai pas l'impression que c'est tant évolué que ça, en fait. Dans les formations, on entend parler de Gérald Darmanin et de Georges Tron. C'est-à-dire que nous, par exemple, on fait une étude de cas sur est-ce que si un chef fait du pied sous la table régulièrement à une subordonnée, qu'il la met mal à l'aise et qu'elle ne peut pas lui dire non parce que c'est son chef, etc., est-ce qu'on pourrait considérer que c'est du harcèlement sexuel ? Et donc là, ça fait rire tout le monde parce que du coup, il y a toujours des blagues sur Tron, ce tripoteur de pied, etc. Et dans les formations, je suis obligée sans arrêt de dire attention, ça n'est pas pour ça qu'il comparaît devant une cour d'assises. Hein. On est en matière criminelle, il comparaît avec sa co-accusée pour viol commis en réunion. C'est pas du tout la même chose. Donc en fait, je crois que la folklorisation en fait, de l'affaire Tron, qui date du moment où la plainte est émergée, donc c'était en 2011, le dépôt de plainte, finalement, elle colle un peu à cette affaire-là, comme le sparadrap du capitaine Haddock, quoi. On a un peu du mal à s'en défaire. Caroline, un dernier mot. Je suis complètement d'accord. On a exactement le même type de... Voilà. Et pour les massages de pied, alors, qu'est-ce que c'est ? Et puis là, tout le monde se met à rire. Donc pareil, on rappelle, en fait... Quand on est mis en cause devant une cour d'assises, c'est pour viol. Là, en l'occurrence, viol en réunion. Et c'est vrai que cette tendance à faire du lol, en fait, sur les violences sexuelles, ça aide pas à la prise de conscience et à la prise au sérieux. Et on retrouve ça tout le temps, dans les entreprises, dans les espaces de travail, dans la famille, à l'école. On va avoir tendance à faire des blagues sur ces sujets-là et donc à banaliser la réalité. C'est pas inintéressant en formation, parce que ça permet de faire travailler les stagiaires sur ce qu'est une connotation sexuelle, sur le fait que des gestes qui ont l'air d'être peu graves, en fait, peuvent avoir des conséquences extrêmement lourdes dans les relations de travail. Bon, voilà, ça nous permet de déconstruire tout ça.
on essaie d'en tirer autant que possible du positif, même si c'est bien difficile. Merci à toutes les deux d'avoir été sur le plateau d'Alerte Libre. Marlène Baldac, déléguée générale de l'AVFT, Caroline Dehaze du collectif Nous Toutes. Tout de suite, le 24 heures. Si vous n'avez pas lu Mediapart depuis 24 heures, voici un rapide résumé. D'abord, ce récit de Mathieu Suc sur l'opération Ulysse, nom de code de l'opération antiterroriste qui a réussi à empêcher un attentat d'ampleur en 2016 grâce à un agent infiltré. Le procès des terroristes présumés s'est ouvert ce lundi devant une cour d'assises spéciale. À voir et à lire ensuite ce long format de Manon Le Charpentier dans une centaine de fermes recensées par Mediapart. Rien n'explique que les poules ne pondent plus, que les vaches peinent à donner du lait. Rien, sauf les installations électriques voisines, lignes à haute tension, éoliennes, antennes ou transformateurs, ballottés d'expertise en travaux plus ou moins efficaces, les éleveurs n'en peuvent plus et se tournent vers la justice. Enfin, signalons cet article de Klara Votavova, traduit de Jacobin. Amazon n'a pas de site internet en République tchèque, mais l'entreprise a créé un centre de distribution dans ce pays afin de traiter les commandes des clients allemands. Face à la contestation et à la syndicalisation, elle déplace sa production. À l'air libre, c'est fini pour ce soir. On se retrouve même heure, même endroit. Bonne soirée à toutes et à tous.